Donc bonjour, moi c'est Juliette Collet et aujourd'hui je suis en entrevue pour, la chaîne À Gauche. Tu peux présenter un peu ton travail? Du coup, je suis, aujourd'hui, chroniqueuse pour, Frustration Magazine. Donc ça fait, un peu moins d'un an que j'écris, des articles pour Frustration. Heu, Ça tourne beaucoup, autour des sujets de, l'éducation populaire parce que, je viens, de là. Professionnellement, on va dire, mais aussi de façon, militante. En fait, ça a été, l'éducation populaire, ça a été, mon travail. Donc ça fait 10 ans environ que je travaille de façon alternative dans le monde associatif et en particulier dans l'éducation populaire et aussi, en tant qu'enseignante. Donc j'ai été, enseignante en collège, et en lycée, agricole et depuis cette année, je suis enseignante vacataire, dans le supérieur. Et du coup, j'ai nourri, depuis toutes ces années une réflexion sur, l'éducation populaire. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qui l'a fait? Le fait de dire c'est, le en gros, le peuple qui s'éduque ou ce serait une éducation du peuple, par le peuple, pour le peuple. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vraiment ce que j'ai constaté en tout cas, sur le terrain. En tout cas, quand c'est une éducation populaire qui est portée par, on va dire des institutions ou, des grandes associations. En fait, quand il y a un lien avec l'État, c'est quand même, compliqué, de dire que du coup c'est une éducation, par, le peuple. Hem Voilà et puis j'ai pu, aussi découvrir ce que c'est que l'éducation populaire politique, notamment parce que, j'ai, fait une conférence gesticulée, du coup, en 2019. Donc j'ai découvert, ce milieu-là de l'éducation populaire politique, notamment avec le collectif, L'Ardeur. Donc c'est, la team, Franck Lepage, et compagnie. Voilà et donc dans ma conférence gesticulée, je l'ai faite avec une, collègue, et amie. On a, voulu justement interroger, notre travail à l'époque qui était d'être formatrice laïcité et valeurs de la République. Donc on questionnait, en fait on se questionnait quoi sur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Pourquoi des fois c'est difficile à faire? On analysait aussi beaucoup les appels à projets qu'on voyait en fait, dans le monde associatif qui étaient, très souvent ciblés. Les actions, elles devaient être, ciblées sur, des, publics particuliers qui étaient, en général, les publics, de quartiers populaires, les lycées REP+, donc réseau d'éducation prioritaire, les publics, type personnes nouvellement arrivées sur le territoire ou sous main de justice, voilà, enfin bon, en gros, les publics cibles des actions de sensibilisation aux valeurs de la République, c'était, en gros, pour résumer quand même beaucoup, des personnes de milieux populaires et souvent, racisées. Souvent, il y avait aussi derrière la question de l'islam un peu sous-jacente. Voilà, donc on a voulu, chercher à, comment dire? Mettre un peu de politique justement dans cette, éducation populaire. Toi qui as fait une conférence gesticulaire, penses-tu qu'elles sont réservées à un public plus intellectuel? Et si oui, comment aller chercher un public plus large? Bah, oui, oui, clairement, c'est une critique, qui est réelle, enfin, qui est entendable et tout. Après, moi, je mettrais un peu de nuance, bien que, Lepage lui-même, dise que, c'est devenu un truc de vieux prof. Moi, c'est pas, toujours ce que j'ai constaté. À la fois dans la formation conférence gesticulée, il y avait, pas que des profs, loin de là. C'était, assez, varié. Après, tout le monde n'est pas allé au bout du processus, mais même, en fait, quand je vais voir, des conférences où je suis plein de gens qui en font, qui en programme, dans tout type de lieux, et je trouve que c'est un peu, injuste et un peu injuste et pas tout à fait correct, en fait, de dire que ça reste dans un entre-soi, de, en gros, de bobos, blancs, même si, c'est un peu vrai. Mais par exemple, j'ai une amie, qui a continué et qui a vraiment, développé, énormément en fait sa conférence gesticulée, donc qui s'appelle, Nadège et qui a fait une conférence gesticulée sur, justement sur l'Algérie parce que elle est, issue, de parents algériens et
Ça manquait, à juste titre, de conférences qui traitent un peu de colonialité et de décolonial et tout et vraiment sa conférence, elle la joue dans tellement d'endroits, avec tellement de publics différents. Elle la joue beaucoup dans les quartiers. Elle, pour le coup, elle intervient aussi même dans des lycées, dans des établissements scolaires et moi, je trouve que c'est vraiment incroyable ce qu'elle fait et les retours qu'elle a. Enfin, voilà, pour le coup, pour moi, ça, c'est un exemple de conférence gestionnaire qui n'est pas resté, dans le petit cercle, gaucho bobo, slash, saltimbanque, que ça peut renvoyer des fois le côté, conférence gesticulée. Donc je pense que voilà, faut ça dépend de qui les fait, ça dépend du sujet, ça dépend de où. Mais moi, je passe aussi beaucoup de temps, moi je viens pas de la ville à la base et je passe aussi beaucoup de temps en dehors des villes et je trouve qu'il y a souvent des confs, qui sont programmées et je trouve que c'est bien aussi quoi. Enfin voilà, je trouve que ça vit et que ça circule. Mais je comprends, je sais moi-même que il y a un côté un peu, c'est devenu presque un peu ringard la conférence gesticulée et ça m'énerve parce que je trouve que c'est un super objet, de base, quoi. Après on peut en faire, enfin on peut en faire un peu ce qu'on veut, quoi. On peut aussi, enfin moi ce que j'ai l'im ce que je pense faire en tout cas, par exemple la frustration et ce que j'ai envie de continuer à faire aussi en dehors de l'écriture, mais par exemple, j'aimerais bien aussi, commencer à streamer ou ce genre de choses, être moins dans l'écrit et plus dans l'oral. En tout cas, ma démarche, c'est toujours de mêler, du savoir chaud, du savoir froid. C'est toujours de mettre de l'expérientiel dans la théorie. C'est toujours d'écrire, comme je parle et enfin voilà, d'écrire des choses qui sont agréables à lire et qui peuvent parler à plein de gens. Hem et du coup, ça, c'est des choses aussi, qui viennent du milieu conf gesticulé, en fait. Peux-tu nous en dire plus sur ta critique du milieu associatif? Effectivement, au niveau des individus, tout le monde est traversé, en fait, par, le racisme et même moi, il y a un terme que j'ai, appris. Enfin, le racisme est une forme de mépris de classe aussi parce que, ça pour moi, ça vaut aussi, pour, les classes populaires de manière générale, en fait. Mais là, dans l'intervention à frustration, je parlais plutôt de effectivement, le racisme envers les personnes migrantes et tout, mais c'est des choses que j'ai vues, y compris, par exemple, en lycée agricole, quoi. Voilà. Heu et donc oui, pour moi, là, il y a 2 choses. Il y a au niveau des individus qui sont traversés, en fait, par, une forme d'intoxication de discours racistes et donc ce que je voulais dire, un terme que j'ai appris par la lecture, donc j'en parle aussi de Jérémy Piola qui a écrit, Sudalisme. Donc lui, il parle du sudalisme comme, un peu une nouvelle forme, d'orientalisme, c'est-à-dire, un discours, un imaginaire, sur, le Sud, hem, donc comme étant comme manquant, en fait, des personnes qui manquent de tout, qui manquent de ressources, qui manquent, de richesses, qui manquent de, savoir aussi, puisqu'il y a ce truc d'aller les éduquer à différents savoirs et de jamais penser qu'eux, peuvent aussi, amener des connaissances et des savoirs. Mais c'est vraiment une vision du monde, dans laquelle on grandit, en Occident, d'une vision misérabiliste, d'une vision hyper, enfin voilà, infantilisante, du «Sud» entre guillemets. Hem et donc ça, bah, les individus sont traversés par ça et donc en fait, même s'ils se pensent ou ils se disent de gauche, hem, ça n'empêche que du coup, en fait, la manière dont ils pensent contribuer à l'amélioration de l'état du monde, c'est en aidant, ou en éduquant ou en voulant émanciper, des gens qui, à la base, ont des manques. Mais du coup, ça n'empêche qu'ils les voient quand même comme des gens qui ont des manques, quoi. Donc en fait, la volonté d'aide ou de solidarité, elle est pas du tout incompatible avec une vision, raciste des gens, en fait, quoi. Enfin, voilà. Hem Et pour moi, il peut y avoir aussi la même chose, même, sans parler de racisme, penser que, bah, le «peuple» entre guillemets, le petit peuple est à éduquer, est à,
et t'a émancipé, et t'a, voilà, guidé vers, des valeurs, supérieures, humanistes, et cetera. Et ça n'empêche pas, dans le même temps, de se dire de gauche et de lutter contre des structures, capitalistes, en fait. Enfin, je pense que c'est parce qu'en fait, on est plutôt sur des questions de représentation et sur des questions, morales. Heu, donc en fait, je dirais pas que c'est des personnes qui sont, intrinsèquement, mauvaises, enfin, je saurais pas, dire, en fait, si c'est le fait de travailler dans ces structures qui amène ça. Moi, pour moi, c'est vraiment, en fait, on grandit dans un système qui nous conditionne à penser comme ça parce qu'on est dans une forme d'intoxication. Et là, je rejoins, ce que dit, Nicolas Framont dans Parasite, par exemple. Enfin, la manière dont il décrit cette intoxication, globale, qui vient, des médias, qui vient de, comment on est éduqué, l'éducation nationale, discours politique public, sur, «les pauvres», entre guillemets, quoi. Enfin, voilà, en général. Et le deuxième truc, c'est que donc c'est quelque chose qui traverse les individus, mais c'est aussi, en fait, qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans ces structures? Pour moi, c'est ça aussi qui laisse pas la place à, une forme, de politisation, de révolte commune. C'est en fait dans ces structures, on nous demande, enfin moi, je parle de mon expérience en tout cas dans l'éducation populaire, d'aller, sensibiliser, éduquer, les classes populaires sur des sujets qu'on nous impose en réalité, enfin on nous demande d'intervenir sur, la lutte contre le sexisme, sur, l'écologie, sur la lutte contre le racisme, en fait. Tout ça d'un point de vue, moral. En fait, on va parler de stéréotypes, on va parler de, lutter contre, voilà, les préjugés, comment, mieux vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça, c'est un grand terme de l'éducation populaire, le vivre ensemble. Mais c'est jamais, en fait, jamais dans ces structures, il y a la place pour parler, du, parasitisme bourgeois. Jamais on va parler, des élites bourgeoises. En fait, ces mots n'existent même pas. Jamais on va aller intervenir dans une classe de lycée ou auprès de professionnels qui sont en formation. Jamais on va, parler même de capitalisme. Enfin, c'est des termes qui n'existent pas. Donc je pense que ça enferme aussi les gens, en fait, qui pensent que du coup la lutte, c'est ça, en fait. Enfin la solidarité, tout ça, ça passe par, bon, bah, il faut qu'on éduque, ceux qui sont pas éduqués à ces, valeurs morales, supérieures, heu et on parle de rien d'autre, quoi, en fait. Et puis d'ailleurs, on parle pas non plus, de, l'État, comme étant un État, raciste, pardon, racial même. On parle pas de violence policière, enfin voilà, on va parler de, alors c'est quoi les stéréotypes sur les femmes? C'est quoi les stéréotypes sur les homosexuels? C'est quoi les stéréotypes sur, les, noirs? C'est quoi les stéréotypes sur les arabes? Et on va essayer de déconstruire ces stéréotypes, mais en fait, dans ce cadre-là, associatif, institutionnel, ce n'est pas possible de tenir un autre discours que ça. Parce qu'on intervient dans justement le cadre de l'institution. Donc, on est, tout le temps, sous surveillance, j'ai envie de dire, de l'institution, quoi. On n'est pas dans des cadres de politisation. Donc je pense que ça bloque aussi beaucoup de gens, pour aller plus loin, en fait, dans des sujets, vraiment proprement, révolutionnaires, quoi. Après, bon, je parle de mon expérience. J'ai été dans 5 associations, dites, d'éducation populaire, dont, une grande, fédération, d'éducation populaire. Mais ça ne veut pas dire que les gens, comment dire? Dans les salariés, dans les équipes, ça ne veut pas dire que les gens sont pas, parfois radicaux, ou même je pense que la plupart se revendiquent de l'extrême gauche, en fait, mais du coup, c'est ça qui crée une dissonance, en fait, justement. Moi, je reçois beaucoup de messages depuis que j'ai publié l'article, de personnes qui bossent dans des associations et qui, en fait, justement, ressentent cette dissonance entre ce qu'elles pensaient faire en allant vers l'éducation populaire et en fait, ce qu'elles font, pour de vrai. Après, là, c'est un peu, comment dire? C'est un peu binaire ce que je dis, il y a quand même, enfin, moi je pense que tout n'est pas à jeter en fait, dans, ces temps,
d'échanges et de discussions qu'on peut avoir avec différents publics sur différents sujets. Parfois, c'est très apprécié des jeunes, parfois c'est très apprécié des professionnels. Il y a des outils d'éducation populaire qui sont super en tant que tels, même si c'est pas, forcément, très politique. Mais, en tout cas, pour moi, on est quand même très loin de l'éducation populaire, encore une fois par le peuple, pour le peuple, qui vise à une émancipation collective, du capitalisme, du patriarcat et du racisme, en fait. On reste, effectivement sur un truc qui est assez, libéral et assez smooth, mais parce qu'on est tenu aussi par, bah, les financements, en fait, enfin par, les associations sont absolument pas, autonomes, donc on est obligé de répondre à des appels à projets et c'est ça qu'on racontait dans la conférence gesticulée. On est obligé de répondre à des appels à projets qui, nomment, quasiment, enfin explicitement, les, habitants des quartiers comme devant être sensibilisés plus que les autres à la question, par exemple, du sexisme ou de l'homophobie. Mon dernier taf là, c'était, enfin c'est toujours mon boulot, mais je suis plus, salariée à plein temps dans l'association. Je fais de l'éducation à la sexualité. Bah, c'est très difficile en fait parce qu'encore une fois, les publics, cibles, les publics, prioritaires de nos actions, c'est plutôt les lycées professionnels, souvent ça va être les classes SECPA, voilà, pas que, mais les publics cibles qu'on doit aller voir éduquer à la sexualité, c'est eux et c'est très difficile quand on est, soi-même, militant et qu'on essaye d'être intersectionnel, et qu'on a en tête les questions d'imbrication, classe, race, genre, hem, voire même qu'on est, enfin, comme moi, par exemple, je sais pas, fan de, Horia Boutelja et donc que je me suis quand même, beaucoup, renseignée et questionnée sur, les les différentes expressions de masculinité, et y compris de masculinité, des mecs de quartier comme étant une forme de reprise de pouvoir un peu, sur, enfin voilà, une virilité qu'on cherche à casser, enfin bref et donc on a ces trucs-là en tête, mais n'empêche qu'on nous demande d'intervenir, d'aller les voir eux en priorité et ça crée énormément de dissonance, en fait, quoi. Tu cites Boutelja, peux-tu nous dire quel a été son apport en ce qui te concerne? Bah, en tout cas, c'est le côté, après il y a pas que elle, hein, mais voir en fait, ce elle appelle le nœud un peu, justement ce nœud-là du genre, classe, race, sexualité. Hem, En fait, j'ai l'impression qu'elle le prend par un autre bout qui est, du coup, justement le plutôt, de 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 se concentrer ou en tout cas de comprendre, l'expression de la violence masculine comme étant, enfin d'une certaine violence masculine comme étant aussi le résultat d'une violence d'État et que, du coup, c'est lutter contre la violence d'État qui, au bout de la chaîne, fait qu'on va lutter contre la violence, masculine, des hommes des classes populaires et en particulier, issus de l'immigration et tout. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que tu dis, effectivement, ils sont plus discriminés, ils sont plus violentés par la police, ils sont plus, en prison, ils se tuent plus aussi entre eux et tout et moi, du coup, j'ai vu ça du point de vue de l'école, du coup, parce que c'est là où je suis et effectivement, en sociologie de l'éducation, c'est connu depuis belle lurette que, c'est les garçons, qui décrochent, en fait et c'est les garçons qui décrochent, qui vont massivement dans les voies professionnelles et en fait, il y a énormément d'associations, aujourd'hui qui vont, mettre l'accent sur, les filles, en fait, qui vont, là, il y a encore très peu de temps, j'étais à un colloque, sur, le sexisme, organisé par, une université à Lyon et il y avait c'était vraiment le féminisme institutionnel, quoi. Il y avait, une représentante d'une association, parisienne qui, leur but, c'est, émanciper, mais c'est dit tel quel, c'est émanciper les filles des quartiers et des campagnes, en leur apportant un fort, soutien scolaire, en les soutenant dans un projet, pour qu'elles aillent faire, des études supérieures, et en fait, bah, c'est typiquement ça, du coup, le fait de complètement invisibiliser les garçons et ce qu'eux vivent, aussi à l'école. Heu, enfin et encore une fois, enfin, c'est pas qu'il faut pas le faire ou je sais pas, mais c'est que, du coup, j'ai l'impression que juste, en fait, on va répéter, tout le temps les mêmes choses. C'est quoi le but? C'est que,
en gros, les filles des classes populaires, soient émancipées de leur famille et de leur milieu et que, les garçons restent entre eux dans la merde. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Et comme s'ils n'existaient pas, comme si c'était pas un problème, en fait, le fait qu'ils décrochent. Et moi, je me dis: «Bah, en fait, c'est eux qui décrochent. C'est pour eux que c'est compliqué l'école, parce que c'est justement aussi une forme d'expression de la violence d'État institutionnelle et que, bah, en fait, ça fait, des générations, depuis que l'école existe que, il y a, comme ça, des phénomènes de résistance à l'institution scolaire, des garçons. Aussi parce que c'est des stéréotypes de genre et tout et que, du coup les filles sont plus, éduquées à réguler, on va dire, et à être plus sages, donc voilà. Mais mais il y a un sociologue, enfin pardon, je m'éloigne un peu de ta question, mais il y a un sociologue, qui s'appelle, je crois que c'est Jean-Louis Auduc, enfin Auduc son nom, qui, lui, c'est un sociologue de l'éducation, dit, en fait, si on veut lutter aussi contre les violences, faites aux filles, faites aux femmes, bah, faut aussi s'attaquer, en fait, au décrochage, des garçons. Et enfin, en gros, il dit, voilà, il faudrait, faire des actions spécifiques pour les garçons. Et ça, bah, typiquement dans le milieu, je trouve, associatif et tout, dire on va, comment dire, f f en fait, penser que c'est eux qui ont besoin aussi de solutions, d'aide et cetera, qu'on pense à eux, qu'on les mette au premier plan, qu'on fasse, des projets, pour eux, ben, ça n'existe pas, en fait, quoi. Enfin, en fait, les seuls projets qu'on a pour eux, c'est de les rééduquer. En gros, c'est ça, c'est de les dresser, soit c'est de faire de la prévention, soit c'est de faire de la répression. L'enseignement de la laïcité dans les écoles est-il instrumentalisé? Ça devient un outil de répression de toute, expression, religieuse, hem, ou d'identité, un peu, exogène, on va dire. Du coup, c'est la réponse, c'est laïcité, en fait. Et c'est fou parce que vraiment, enfin, ça passe par, il y a des affichages partout là-dessus dans les établissements scolaires, il y a des, moments il y a la journée il y a la journée de la laïcité, pardon, voilà, il y a des événements qui sont faits, il y a des rappels à l'ordre, il y a, enfin, ça vraiment, ça fait partie du discours, institutionnel, et dans les équipes et tout, c'est laïcité, quoi. Et du coup, c'est pour ça aussi que, en fait, c'est compliqué. Moi, je trouvais que c'était pas mal aussi des fois d'avoir quand même des moments de formation, mais je trouve que ce serait quand même intéressant aussi que ces moments de formation ne soient pas que pour, les travailleurs précaires et les jeunes, de classe populaire, mais qu'on aille aussi expliquer ce que c'est que la laïcité, aux aux chefs, enfin, à ceux qui, sont les donneurs d'ordre. Et parce qu'en fait, je me dis: «Mais enfin, c'est eux, en fait, qui appliquent mal la laïcité, qui ont pas bien compris, ce que c'était aussi». Et qui confondent, en fait, laïcité, neutralité, qui pensent que la laïcité, c'est un espèce d'outil magique, pour dire, bah, en fait, soyez neutre. Et neutre, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire soyez pas musulmans, en gros, quoi. Enfin, parce que la neutralité, juste dit comme ça n'a aucun sens. Enfin, c'est donc donc oui, enfin, moi, je trouve que, ça peut être intéressant d'expliquer ce que c'est que la laïcité, justement pour, débunker sa mauvaise utilisation. Mais que du coup, il faudrait le faire à une échelle, haute, quoi, hiérarchique, haute. Mais en même temps, je dis ça et en même temps, je suis pas certaine que c'est parce qu'ils savent pas ce que c'est, la laïcité, ou c'est qu'ils en ont rien à péter et que c'est juste un outil, comme un autre, qui est passé dans le discours public et maintenant qui crée beaucoup de confusion chez les gens, beaucoup de peur. Moi, le nombre de formations que j'ai fait avec des professionnels de l'animation, par exemple, où les gens, ils sont complètement, ils se sentent, stigmatisés, des ATSEM donc des personnes qui travaillent dans la petite enfance qui me disaient: «Mais moi, ça m'arrive de faire, du tatouage, au henné. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que», enfin, vraiment, ça crée des paniques chez les gens et la peur de pas être, dans les clous alors que, enfin, vraiment, c'est ridicule, quoi. Enfin, pour moi, ça devient presque un outil de terreur, quoi, la laïcité. Enfin, c'est ça,
pour remettre les gens à leur place, quoi, et notamment, les jeunes. Et du coup, pour continuer à répondre à ta question, enfin, moi, j'ai souvent été confrontée à des jeunes qui, en fait, ont très bien compris ce que c'était que la laïcité, ont très bien compris que c'était un outil de stigmatisation et nous le renvoient quand on va leur parler de ça, en fait. Et qui, du coup, presque, ça va renforcer une volonté d'expression religieuse, en fait. Enfin, voilà, ça crée une tension, énorme, quoi, en fait. Es-tu optimiste quant à l'avenir des luttes féministes? Je dirais que déjà, enfin, c'est pas du tout un scoop, mais le féminisme, il est extrêmement, enfin, il est multiple, quoi. Il est multiple et il s'attaque à diverses, choses. Je trouve que le féminisme un peu hégémonique quand même, enfin, c'est pas je trouve, c'est, globalement ce qu'on peut observer depuis, MeToo. Il y a un fort accent qui est mis sur, la lutte contre les violences sexuelles. Hem Voilà, et pour la conservation, des droits, à mon sens, plus que pour, lutter pour des nouveaux, en dans le féminisme hégémonique, je veux dire. Hem Et je trouve que du coup, que cette multiplicité, se ressent aussi, moi, quand je suis en intervention avec, des jeunes, par exemple, je trouve que c'est très, très polarisé, en fait. Et c'est pour ça que je suis pas très optimiste. D'un côté, c'est que je trouve que, il y a vraiment d'un côté, je vais résumer ça un peu grossièrement, mais je trouve que globalement les jeunes filles, aujourd'hui sont hyper, se disent féministes volontiers, et que du coup, il y a quand même une vraie différence, avec il y a même 15 ans, quoi, en fait, où, i c'est à ce niveau-là que c'est devenu mainstream. C'est que, il y a une préoccupation de la condition des femmes et de lutter contre les violences, sexuelles. Enfin voilà, ces discours-là, ils ont infusé, et les filles particulièrement s'en saisissent, je trouve, et que, bah, pour les garçons, c'est plus compliqué. Hem, Ça dépend, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des garçons qui s'en saisissent, bien sûr, heu et dans tous les milieux, et il y a des garçons qui s'en saisissent pas dans tous les milieux. Enfin, il y a des mascus, partout. Hem Mais je trouve que quand même, il y a un truc un peu réactionnaire, très fort, dans de fond, de jeunes hommes qui comprennent pas, qui comprennent plus, qui sont enfin, mes dernières interventions, elles se sont enfin, elles se sont bien passées, mais c'était difficile d'entendre que, bon, bah, les filles, c'est quand même des menteuses, voilà, et ça ressort toujours le truc de Benjamin Mendy, ou des mecs qui ont été, ou qui ont même pas été innocentés, mais où il y a eu des non-lieux. Hem Et en même temps, moi, ça m'énerve aussi de rester que sur le côté violence sexuelle, mais c'est ce qu'on nous demande de faire, et c'est quand même beaucoup ça, enfin, dans les interventions qu'on fait, il y a quand même très peu la place pour parler des violences économiques, enfin, même si on peut le faire, mais c'est institutionnellement, c'est pas ça qui nous est demandé, alors qu'en réalité, c'est quand même aussi la base. Enfin, c'est moi, en fait, ce que je souhaiterais, heu, voir, c'est, de remettre plus de classe, de la question de la classe, en fait, dans la lutte féministe et dans les luttes progressistes de manière générale. C'est, aussi ce que dit, bah, par exemple, Françoise Vergès. Elle dit ça aussi, qu'elle trouve que dans l'intersectionnalité, bah, en fait, souvent la classe, elle est laissée de côté, et je suis d'accord. Enfin, je l'ai vu, je l'ai constaté, hem et je trouve que c'est dommage, parce que du coup, on n'est pas du tout dans une forme de convergence, en fait, parce qu'il y a parce qu'on perd une analyse plus structurelle, plus systémique, et qu'on est vachement, du coup, dans la rééducation individuelle, dans le redressage presque individuel des comportements, ou en tout cas dans la prévention des comportements, violents. Hem, mais que du coup, on a l'impression que le féminisme, c'est que ça, en fait. Et je pense que c'est compliqué, du coup, pour beaucoup de garçons qui sont dans des situations, de précarité, qui sont dans des situations, de violence, de l'État et tout. Hem, je pense que, du coup, s'ils voient que le côté, bon, bah, en gros, soyons des gentils garçons, enfin, c'est ça qu'on nous demande d'être, mais que, il y a pas d'autres sujets qui sont abordés qui peuvent, eux, les concerner, ça va être difficile de faire la convergence, quoi. Toi qui interviens auprès des garçons, quelle est ton observation sur leur degré de sensibilisation aux aspects féministes? Bah, c'est difficile, c'est difficile d'être,
d'avoir une seule réponse, en fait. Parce que comme je te disais, il y a des garçons qui se montrent, plutôt ouverts et qui comprennent et qui ont, je pense aussi, envie sincèrement, d'avoir, des relations amoureuses, affectives et tout, épanouies, quoi. En gros, je pense qu'il y a plein de garçons qui voient l'intérêt, de, progresser, sur ces questions-là et de se questionner, individuellement. Mais, il y a aussi plein de garçons qui sont absolument dans l'opposition et je pense que c'est même pas qu'ils sont tant dans l'opposition du fond. Je pense qu'effectivement, il y a des discours masculinistes, qui infusent, et que faut pas du tout sous-estimer l'impact que ça a chez ces jeunes. Mais je pense aussi, ce qu'on se disait avec, mes collègues, récemment, que, beaucoup de jeunes, en fait, sont en résistance par rapport au progressisme sexuel, on pourrait dire, parce que, en fait, ils nous voient comme, une forme de propagande d'État. En fait, ils pour eux, ils et ça rejoint un peu les discours masculinistes, je pense. Il y a un peu une forme de grand, complot, enfin ce serait les femmes qui auraient le pouvoir et eux, on veut toujours plus les écraser et c'est pour ça que je dis qu'il faut enfin, à mon sens, c'est essentiel de repolitiser, le féminisme et toutes ces luttes, progressistes, pour des relations plus épanouies et tout. En fait, on peut pas rester que sur le côté, heu comportez-vous mieux, demandez le consentement, enfin et si on ne porte que ce discours-là et que si ces jeunes hommes n'ont que cette vision-là du féminisme, je pense sincèrement que je suis très pessimiste, en fait, sur, sur la suite. Et malheureusement, je pense que dans beaucoup de cas, les personnes qui vont porter des discours féministes, qui vont, ou les personnes ou les institutions, enfin, globalement, c'est ce discours-là féministe qui est hégémonique aujourd'hui. C'est celui de dire: «Il faut», enfin, c'est le bouquin que j'ai pas encore lu qui s'appelle «La doctrine du consentement», mais je pense que c'est un peu ça l'idée aussi, c'est que, du coup, le féminisme, c'est ça, c'est, en gros, il faut que les garçons, apprennent à être, plus respectueux, au lit et oui, c'est vrai. Mais je pense que ça peut enfin, il faut absolument, heu ouvrir ou remettre, je sais pas, de la question de la aussi, par exemple, des violences, faites aux garçons, de la violence d'État, mais tout ça, c'est compliqué de le faire dans un cadre institutionnel, étatique, en fait. C'est voire même c'est impossible. On ne peut pas tenir des discours comme ça, en fait. Enfin, l'institution ne nous autorise pas à tenir des discours comme ça et nous-mêmes, en tant que militantes, on a tendance, enfin moi-même, hein, avant de découvrir, par exemple, je disais Ouria et cetera, et comme dit souvent, Wissam, Gzelka, il dit qu'on intersectionnalise jamais les catégories, hommes et c'est vrai et vraiment je le constate. C'est-à-dire que, on a un discours de cassage de virilité, de cassage de masculinité, il faut casser ces comportements violents et tout, il faut redresser les hommes. Et du coup, en tant que militante féministe, on voit les hommes, tous les hommes comme un peu comme étant au même niveau, enfin c'est un peu cliché ce que je dis, mais comme étant enfin voilà, au même niveau quoi. Et hem et mmh et je trouve que ça nous est, en tant que femmes, en tant que féministes, dommageable en fait de faire ça. Parce que c'est aussi ne pas se rendre compte que quand nous, femmes, souvent blanches, souvent de classe moyenne, voire, classe sociale sup, on arrive, dans des lycées professionnels où il y a que des garçons, il y a beaucoup de garçons racisés, qui vont, qui sont dans des filières qu'ils ont pas choisies, qui vont avoir des boulots, mal payés, ils le savent très bien. Et quand on arrive, nous, face à eux, avec une forme de surplomb, forcément, en fait, une forme de surplomb moral, voire même de surplomb économique, social, je pense que ça crée de la violence envers eux, qui nous est renvoyée, du coup, enfin, voilà, donc je pense qu'on ne peut pas leur demander d'être, alliés, sans l'être, nous, hem, pour eux. Mais je sais à quel point aussi c'est compliqué de dire ça. Je sais à quel point, moi-même, les femmes, on n'en peut plus, de la violence masculine, enfin, voilà. Mais je pense que vraiment il y a une urgence de stratégie, stratégie féministe, politique
et de remettre, ouais, de la question de la classe, de la domination de l'État, de la violence de l'État, dans cette lutte-là, quoi. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.